Dinosaur Table Battles! Dinosaur Table Battles! C'est le fun à dire, je trouve. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, mes Triceratops, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente Dinosaur Table Battles, un jeu qui a été fait par Amabel Holland, produit par Holland Spiele, qui va durer 30 à 45 minutes pour 2 joueurs. Et Dinosaur Table Battles, ce que c'est un jeu où est-ce que les 2 joueurs vont faire une sélection de dinosaures dans un draft très intelligent, très le fun. Puis, on va combattre nos dinosaures contre les vôtres. Qui va gagner, on ne le sait pas. Seul le hasard et la stratégie va nous le dire dans Dinosaur Table Battles. Je vous montre comment jouer à ce jeu-là. Et je vous reviens avec ma critique. Dinosaur Table Battles commence toujours par un draft de cartes parmi les 15 différents dinosaures qui sont disponibles. Donc, pour vous montrer en fait une carte là, à sa plus simple forme, ici, on va avoir sa force de draft, entre guillemets, c'est-à-dire combien cette carte-là vaut si elle était seule. Et on a en fait sur une échelle de 1 à 6, donc ici, on a le Triceratops qui serait de force moyenne. Nous avons ici le nombre de points de vie que cette carte-là possède. Donc, tout simplement, il va y avoir 2 cartes rattachées au Triceratops. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a ici le type de dé que le Triceratops va utiliser, c'est-à-dire des 5 ou des 6. Lorsqu'il y a des crochets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir seulement placer un seul dé par phase de lancer de dés. Je vais vous expliquer tout ça. Mais comme vous voyez ici, on peut avoir ici des symboles blancs. Donc ça, c'est des doubles versus, par exemple, ici des 3 et des 4. Ça, on peut en mettre autant que l'on veut. Sinon, tout le reste, c'est du flafla, c'est du superflu. Donc ici, c'est vraiment juste des informations pour rendre le jeu plus éducatif. On a le fait qu'un dinosaure peut être carnivore ou herbivore. Puis finalement, on a une petite description loufoque du dinosaure en tant que tel. Maintenant, les joueurs vont mélanger ce paquet-là et vont recevoir 5 cartes chacun. Et bien, parmi ces 5 cartes-là, les joueurs vont en sélectionner une et en jeter une. Donc, c'est par exemple, si, moi, je décide que je veux garder, le Spinosaure. Donc, je vais prendre celle-là, je vais la mettre devant moi. Alors que je veux empêcher mon adversaire, d'avoir le Brachiosaure. Alors, je passe la main de 3 cartes à mon adversaire. Lui, va décider de prendre lui, puis il va jeter celui-ci, par exemple. À ce moment-là, on révèle. Voilà, donc j'ai le Spinosaure et lui, il aura le Corythosaure. Le Corythosaure, je vais le placer de cette manière pour que vous puissiez bien les voir. Et ensuite de ça, à partir de là, on aurait le choix soit de retirer une carte ou d'en prendre une parmi le lot. Donc, je pourrais décider, par exemple, d'aller chercher le Dinocerus, oui, de valeur 1. Je vais aller prendre celui-là, alors que mon adversaire, va décider de retirer cette carte-là. Je continue, et là, je pourrais aller chercher, par exemple, je vais aller chercher celui-là. Ça va me permettre aussi de vous expliquer un point très important du jeu. Donc là, lui, il va pouvoir, en fait, récupérer le Triceratops. J'aurai maintenant cette carte-là et lui aurait cette carte-là. Donc là, lui, il va aller chercher celui-ci. Et moi, je ne peux pas aller chercher de dinosaures supplémentaires. Pourquoi? Parce que j'ai un total de 8 cartes qui sera devant moi. Donc, on a toujours, en fait, à respecter un maximum de 8 cartes. Comment est-ce que je sais qu'il y a 8 cartes? Bien, c'est simple. Ici, le Spinosaure et le Tyrannosaurus en ont 3 chacune, plus 2 pour le Dinosaure. Ce qui fait en sorte qu'on a 8 cartes au total. Je ne pourrais pas en avoir davantage. Donc, je vais devoir défausser cette carte-là versus mon adversaire qui en a 6. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va aller chercher les cartes correspondant aux dinosaures que l'on a draftés. Donc, je vous reviens, ce ne sera pas très très long. Une fois que les joueurs ont été récupérés les cartes dinosaures reliées à ceux qu'ils ont draftés, à ce moment-là, on va assigner un nombre de points de vie.
Et le nombre de points de vie que l'on va avoir de base sera 3 points de vie pour chaque dinosaure. Donc, de ce côté-ci, le joueur bleu aurait 9 points de vie, alors que l'autre aussi aurait 9 points de vie, dis-je, le joueur rouge. Ceci étant dit, on va compter aussi des modificateurs. Et ces modificateurs-là, en fait, vont nous permettre d'avoir 2 points de vie supplémentaires. Tout d'abord, on va récupérer 2 points de vie supplémentaires si on avait un dinosaure de moins que notre adversaire. Donc, dans ce cas-ci, ça ne s'applique pas ni pour l'un ni pour l'autre. Deuxième chose, on récupérerait 2 autres points de vie supplémentaires si on avait un nombre de cartes inférieur à ceux de notre adversaire. Donc ici, j'en ai 8, alors qu'ici, j'en ai 6, donc 2 points de vie supplémentaires. Et finalement, on aurait 2 points de vie supplémentaires si on a le Tyrannosaurus Rex. Vous aurez compris, hein, c'est ça la vie. Quand on est Tyrannosaurus Rex, on n'a pas le choix. Hein? On est le plus fort et c'est ainsi que va la vie. Donc, on aurait 9 points de vie de ce côté-ci, on en aurait 11. Et ça a une incidence très importante puisque dès qu'un joueur ne possède plus de points de vie du tout, eh bien, l'adversaire gagne. Versus, il y a d'autres manières aussi de perdre et je vais vous revenir avec tout cela dans un moment. En fait, ce que je veux vous expliquer à sa plus simple forme, ce sont les différentes cartes dinosaures. Donc, les différentes cartes dinosaures, en fait, peuvent provenir dans sous différentes formes. D'abord, comme j'ai dit, il y a des dinosaures à 3 cartes. Donc, ce sont des dinosaures qui sont habituellement longs versus des petits dinosaures qui viennent avec 2 cartes. Mais dans tous les cas, que le dinosaure ait 3 cartes ou 2, il y aura toujours une carte, en fait, d'attaque et de réaction. Et l'autre carte sera toujours un pouvoir relié à ce dinosaure en tant que tel. Donc, tous les dinosaures ont des pouvoirs uniques et ça va changer en fait complètement la dynamique de jeu. Et évidemment, bon, ce n'est pas écrit sur les cartes de draft, ça aurait été intéressant qu'on le fasse. Ceci étant dit, ça nous permet aussi de garder la surprise. Évidemment, ceci est en anglais, donc c'est sûr certain que si vous avez de la difficulté en anglais, malheureusement, ça ne vous fait pas faveur. Par contre, il y a toujours moyen de pouvoir aller faire une petite traduction rapide. C'est pas très compliqué comme anglais. Mais je m'égare, donc on continue avec la mise en place. Le joueur qui va commencer la partie sera celui ou celle qui aura le moins de points de vie. Et s'il y avait une égalité à ce moment-là, on choisirait le joueur ayant un dinosaure étant le plus proche de la lettre A de l'alphabet. Donc ici, si on avait une égalité, ce serait Monsieur le Rouge qui l'aurait eu puisque c'est C versus le D avec le Denochetrus. Un tour de jeu est très très simple. Le tour de jeu se passe sur 2 phases. La première phase sera une phase d'attaque qui est facultative, donc on n'est pas obligé de la faire. Mais la deuxième, eh bien, on va prendre tous les dés qui sont disponibles dans notre pool. On les lance et on va assigner les dés selon les cartes que l'on a. Maintenant, il y a 2 règles à respecter. On ne peut qu'assigner un nombre de dés à une seule carte dinosaure. Et la deuxième, il faut que ce soit 2 dinosaures différents. Donc, je ne pourrais pas placer, mettons, des dés là et des dés là. Il faudrait vraiment que ce soit un dinosaure et l'autre dinosaure. L'autre chose est que nous devons respecter, en fait, les dés que les dinosaures peuvent accueillir sur eux. Donc, je reprends l'exemple du Térinosaure. Donc, le Térinosaure, ici, peut accueillir des 3 et des 4 sur cette carte-là. Ceci étant dit, les petites braquettes indiquent qu'on ne peut que placer un 3 ou un 4 à la fois seulement. Donc, un seul dé par tour versus ici le 5 ou le 6. Ça fait en sorte que ça ici, on est capable de pouvoir assigner tous les 5 ou tous les 6 que l'on a lancés. Donc, je ne peux pas en assigner un ou 2. Si j'ai lancé 3, 5, je suis obligé de mettre les 3, 5 sur la carte. Il n'y a pas de nombre maximum de cartes, de dés que l'on peut placer sur une carte.
Ceci étant dit, ça peut influencer différentes choses, comme notamment, là, si on regarde ici, l'attaque fera 1 point par dé et le Tyranosaure va se faire 1 point de dégâts à lui-même, donc il faudra le retirer de nos points de vie. Enfin bref, donc si c'était mon cas ici, puis comme je vous ai mentionné ici, j'oubliais, 2 dés qui n'ont pas de symbole dessus, ça veut dire que ce sera 2 paires. Dans le cas échéant, présentement, je n'ai pas 2 paires. Par contre, je pourrais décider d'assigner, je vais assigner ça c'était un 2. Je vais assigner un 5 à mon Spinosaure et je vais assigner un 3 ici. Donc, ce serait la fin de mon tour. Ce serait maintenant au joueur adverse de faire ainsi. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Un joueur va pouvoir attaquer. Évidemment, ça ne pourra pas être lui pendant ce tour-ci parce que pour attaquer, il va falloir avoir des dés sur ces cartes. Donc, par exemple, si, admettons, je ne sais pas moi, au fur et à mesure du temps, j'avais accumulé, admettons, 3 dés, sur le Tyranosaure, je pourrais décider d'attaquer. Présentement, pour le bien de la cause, là, si j'avais seulement un seul dé, je ferais juste je ne frapperais que d'un. Mais là, on fait 3 points de dégâts puisque c'est 1 point par dé assigné là. Alors, quand un dinosaure attaque, il devra attaquer un des dinosaures adverses au final, parce qu'on peut en avoir jusqu'à 4, considérant que si on avait 4 petits dinosaures, mais ça n'a pas d'importance puisque je vais décider qui j'attaque. Et il faut que je considère évidemment le pouvoir de certaines cartes, puisque certaines cartes vont m'obliger de viser des dinosaures en particulier, mais dans ce cas-ci, je ne l'ai pas. Maintenant, quand j'attaque un dinosaure, par exemple, je vais décider d'attaquer le Triceratops. Je lui fais 3 points de dommage. Maintenant, je vais regarder sur les cartes adverses s'il y a une réaction qui se fait. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer s'il y a une réaction qui se fait, qui s'effectue? Ça va dépendre tout d'abord de la condition d'effet, mais aussi ça va dépendre de quel type il y a, et ça tombe bien parce qu'on a les 3 types ici de réactions. Donc, tout d'abord, on a je vais montrer ici le Triceratops. Le Triceratops, là, c'est un counter. Donc, c'est vraiment là, le Triceratops se fait attaquer. Il peut contrer donc avec sa réaction et il va faire 1 point de dommage et va souffrir 1 point de dommage de moins. Donc là, présentement, si le Triceratops avait une paire, parce qu'il est marqué paire ici, de 5 ou une paire de 6, il pourrait donc réagir et faire un counter. Et donc souffrir 2 points de dégâts, m'en faire 1 par la bande, et voilà. Les 2 autres types de réactions, et là c'est important de comprendre que ces 2 autres types-là, ce sont des réactions que l'on ne peut activer que lorsque un dinosaure ami se fait attaquer. Donc, le Coryntosaure ne pourrait pas activer Absorbe si on visait l'attaque vers le Coryntosaure. Par contre, étant donné qu'il y avait un dé sur la carte, le Coryntosaure aurait pu être activé. En fait, aurait dû être activé puisque si l'on peut réagir, on est obligé de réagir. Maintenant, si on a plusieurs options, à ce moment-là, c'est le joueur qui décide. Ceci étant dit, j'ai ici Absorbe. Donc, Absorbe, c'est le Coryntosaure qui va prendre les dégâts que le Tyranosaure a fait au Triceratops. Donc, 3 points de dégâts. Par contre, s'il est écrit, on va absorber un dégât, donc souffrir un dégât de moins. Donc, le Coryntosaure se ferait faire 2 points de dégâts. Finalement, l'autre type, c'est le bloc. Donc ici, le Vélociraptor peut bloquer s'il a des paires, donc une paire de 5 ou une paire de 6. Et bien, le bloc, c'est littéralement, on va annuler l'attaque qui sera faite contre un dinosaure ami. Donc, dans le cas échéant, j'ai attaqué le Triceratops. Et puis, on avait en fait un 4 qui était ici et un 5 qui était là. Le Coryntosaure n'a pas d'autre choix que de réagir, puisque comme j'ai mentionné, si on peut réagir, on doit réagir. Donc, le Coryntosaure va souffrir 2 points de dégâts. Ici, le Tyranosaure va me faire 1 point de dégâts, donc je vais retirer une pastille de mon lot de pastilles qui est ici. Maintenant, le Coryntosaure va absorber les dégâts et va recevoir 2 points de dommage. Donc,
Dans tous les cas, à chaque fois que l'on reçoit des points de dégâts, il est toujours possible de retirer ces pastilles-là. Ceci étant dit, lorsqu'on a une méga grosse attaque de la mort qui tue, peut-être qu'on voudrait en fait réagir d'une autre manière que de retirer des pastilles, c'est-à-dire voir en fait ici le petit chiffre, c'est son seuil de dommage. Donc quand le Corythosaure souffre 2 dégâts ou plus, à ce moment-là, plutôt que de perdre des disques, le joueur pourrait décider de simplement tourner une des cartes du dinosaure qui a été attaqué ou qui a, en bon québécois, mangé les dégâts. À ce moment-là, premièrement, la carte qui est tournée est inactive, donc le Corythosaure perd automatiquement son pouvoir. Et dès que les 2 ou les 3 cartes d'un dinosaure sont retournées, à ce moment-là, le dinosaure n'est plus en jeu et il s'en va à l'hôpital des dinosaures où il sera pris en charge de façon très professionnelle, on vous le promet. C'est donc aussi une manière que le jeu peut se terminer, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur n'aurait plus qu'un seul dinosaure qui est actif, donc dans le cas ici du joueur rouge, si admettons on avait le Corythosaure qui serait à l'hôpital des dinosaures et que le Triceratops, malheureusement, à un moment donné, les 2 cartes se retournent, eh bien, le Triceratops se retrouve aussi à l'hôpital. Le joueur rouge n'a qu'un seul Vélociraptor et donc la partie terminerait et l'adversaire gagnerait automatiquement. Il y a aussi une autre particularité, c'est que dès qu'un joueur n'a plus qu'un seul jeton devant lui, un seul disque de points de vie, à ce moment-là, il est obligé ou elle est obligée en tout temps de tourner une carte pour éviter de subir des dégâts directement et de perdre la partie à cause qu'on retire le dernier disque. Si dans le cas échéant où il y avait une situation que les 2 joueurs ne leur reste qu'un seul disque chacun, à ce moment-là, on va compter le nombre de cartes qui n'a pas été retourné de chacun des joueurs et le joueur ayant le moins de cartes retournées gagne la partie. Mais encore une fois, je m'égare puisque là, on a maintenant fait l'attaque et par exemple, ben tiens, pourquoi pas le joueur, plutôt que d'avoir absorbé les dégâts et tourné une carte du Corythosaure, décide de retirer 2 disques à la place. Eh bien, tout d'abord, le dé qui était sur le Corythosaure, qui était un 4, s'en va dans la réserve de dés disponible pour le joueur lorsqu'il sera à sa phase de lancer de dés. Le Térinosaure nous a fait souffrir 1 point de dégâts qu'on a retiré. D'ailleurs, s'il nous restait qu'un seul point de vie, les dégâts qui sont faits à soi-même ne sont plus comptés. Donc, on retire les dés qui sont sur le Térinosaure puisqu'on l'a activé et donc le joueur passerait maintenant à son prochain tour et lancerait ses dés et pas son prochain tour, pardon, mais sa prochaine phase qui serait de lancer les dés et les assigner. Donc ici, une belle paire, une paire de 4 ici et j'ai 2 5, donc oulala, je vais le placer ici, voilà. C'est maintenant rendu au tour du joueur rouge et une règle d'or qui est vraiment importante à respecter, c'est que si un joueur a dû réagir pendant son tour, alors on passe par-dessus sa phase d'attaque. Donc, tout est une question de placement et de timing dans la manière que l'on va placer nos dés. À un moment donné, on peut être peut-être pris dans une espèce de rythme ou de roulement où est-ce que, bon, un joueur attaque, l'autre réagit et ainsi de suite. Eh bien, c'est d'être capable de réagir ou de même être capable de ne pas réagir, donc déterminer comment est-ce qu'on peut briser ce rythme-là. C'est ce qui fait le tour maintenant des règles de Dinosaur Table Battles. Donc, les joueurs vont un à la suite de l'autre, vont attaquer, réagissent s'ils le peuvent, et dès qu'un joueur n'a plus de points de vie ou dès qu'il ne lui reste qu'un seul dinosaure actif, à ce moment-là, l'adversaire gagne. Si les 2 joueurs, il ne leur reste qu'un seul point de vie, à ce moment-là, on regarde qui a le moins de cartes tournées et ce joueur-là gagne. Et ou sinon, s'il ne reste simplement plus de points de vie à un joueur en tant que tel, eh bien son adversaire gagne. Donc c'est pas mal ça. Là. Donc on fait comme ça, chacun son tour. Si on réagit, on ne peut pas jouer, on ne peut pas faire d'attaque.
En ce qui a trait maintenant du matériel, ben moi j'aime beaucoup en fait le artwork. Je trouve que le artwork est très, il y a quelque chose de très attirant. Surtout aussi au niveau des cartes, je trouve que le principe d'avoir en fait des cartes reliées à différentes parties du dinosaure, je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Les pouvoirs des dinosaures aussi sont tellement variés, sont tellement différents, ils viennent briser les règles habituelles du jeu. Donc pour moi, ça c'est vraiment un plus parce que ça favorise la rejouabilité et aussi dans le fond, le principe de combiner des cartes, comme par exemple le Dinosaurus est de valeur 1, mais peut être excessivement fort si combiné avec des dinosaures qui ont des pouvoirs appropriés. Le livre des règles, ben, c'est un livre des règles fidèle à Lunchpila, c'est-à-dire c'est un petit livre des règles très simple, très efficace. On comprend très très bien les règles. Peut-être à part au niveau du draft de début. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile à suivre, mais sinon, là, tout le reste est super clair. Des belles petites blagues ici et là. Et je tiens à porter votre attention sur une variante ici pour la première fois que l'on joue. Alors, les joueurs, si c'est la première fois qu'ils jouent, pourraient décider en fait de se faire assigner une équipe de dinosaures, c'est-à-dire on va chercher le stégosaure, le triceratops, l'utéraptor et le vélociraptor. Le premier joueur aurait 12 points de vie alors que l'autre aurait le pteranodon, le spinosaure et le tyrannosaurus rex et aurait 13 points de vie. Donc ça pourrait être une variante de départ plutôt que de faire un draft puis de se retrouver avec une équipe débalancée d'un côté ou de l'autre. Et finalement, les jetons, les dés, c'est du générique, là, on va se le dire, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. Mais somme toute, la qualité du matériel, les cartes sont vraiment très très belles, c'est très intéressant. Puis la description en fait qui est inscrite en dessous, toujours très cocasse, des petits faits comiques, là, donc c'est très très le fun à lire là, quand on commence à drafter, puis aussi quand on attend notre tour, là. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a un côté qui me rend un peu enfant de se battre. Ta gang de dinos contre ma gang de dinos au racadécique à 4 heures. Pour moi, ça, là, c'est quelque chose que le jeu fait super bien. Puis aussi, il y a un côté très humoristique dans les cartes, comme vous avez pu le constater. Je trouve que le design du jeu est très intelligent. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer un peu le hasard de ce jeu-là, mais au final, c'est un jeu dans lequel on crée son propre hasard, où est-ce qu'on est responsable là, des cartes qu'on draft. Là. Si tu veux juste drafter des cartes avec des D6 ou des D5, ben c'est ton problème au final. C'est toi qui as drafté ça, donc tu es responsable de ton hasard à travers tout ça. Mais non seulement ça. Moi, ce qui me fascine de ce jeu-là, c'est que au début, tu joues. Et là, tu te dis, c'est juste un jeu de placement de dés. OK, sans plus ni moins. Puis là, à un moment donné, tu commences à réaliser, OK, il y a une synergie entre les cartes. Fait que le draft, il n'est pas juste, OK, je veux avoir des 5, des 6, des 3, des 4, puis des paires. C'est, je veux avoir ce dinosaure-là pour qu'il y ait une synergie avec tel autre dinosaure parce que leurs cartes à effet spécial vont bien ensemble, par exemple. Et là, non seulement ça, tu commences à réaliser, OK, si je place mon dé là au prochain tour puis que l'adversaire m'attaque, à ce moment-là, je vais être obligé de défendre, je vais être obligé de réagir, puis là, ça va créer cette espèce d'effet boule de neige, puis au final, je suis en train de juste garder la dynamique telle qu'elle. Donc, il faut que je fasse un sacrifice. Qu'est-ce que je fais pour briser la dynamique actuelle qui donne le momentum à mon adversaire pour que moi, je puisse regagner ce momentum-là? Et là, tranquillement, là, plus les parties s'enchaînent, plus que tu réalises, en fait, tous les rouages, puis tous les engrenages qui commencent à rouler ensemble. Et c'est là, en fait, que l'espèce de jeu là, devient une espèce de casse-tête extraordinaire, de mind-blowing, littéralement. Tu fais comme, OK, attends un peu, là. Les combinaisons sont assez infinies et le choix que je fais de placer mon dé à un endroit ou pas le placer à un endroit a un impact sur tout le reste de la partie. Puis c'est là, moi, que je suis flabbergasté par ce jeu-là. En plus, ça dure 20 à 30 minutes. C'est super rapide. On joue, là, ouais, let's go, là, on fait notre draft, merci, bonsoir. On en rajoute une. Ben oui, pourquoi pas, ça a duré 30-45 minutes, même pas. On en joue une autre et on va avoir des parties complètement différentes les unes des autres. Et je pense que ça, c'est vraiment
une belle qualité de la part de l'auteur qui ressort vraiment, vraiment beaucoup dans Dinosaur Table Battle, c'est-à-dire la simplicité des règles, l'accessibilité du jeu et le fait que le jeu se joue super facilement, qu'on comprend bien, mais que tranquillement, quand on commence à jouer, on fait comme « Oh, OK, le design est vraiment niaiseux, j'aurais pu designer ça. » Puis j'aurais peut-être voulu le designer parce que wow, il y a tellement de combinaisons possibles, puis il y a une profondeur vraiment, vraiment grandiose et géniale à ce jeu-là. Bon, pour ce qui est de la disponibilité, il est disponible en print and play sur le site internet de Roland Spiele. Je sais que les copies, en fait, en Europe sont disponibles en Angleterre, donc il va y avoir en fait une espèce de shipping, une charge au niveau de la livraison. Mais sinon, pour les Québécois, tout simplement commander sur leur site internet Roland Spiele et vous allez recevoir votre copie. L'autre chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est que moi je trouve que cette grosseur de boîte-là est superbe parce que ça peut concorder dans une Kallax. Et là, ça paraît plus, puis là, c'est entre des jeux qu'on a. Regarde bien ça. Je vais vous donner un bel exemple. Voilà. Et là, j'ai un trou qui était là, mais là, le trou n'existe plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et comme j'ai dit, l'humour est vraiment, vraiment le fun. J'aurais beaucoup de difficultés, en fait, à ne pas vous recommander ce jeu-là, à part si vous n'aimez pas les jeux de duel, que vous n'aimez pas, en fait, cette espèce de dualité-là, puis de confrontation entre deux personnes, ou sinon, tu sais, que vous voulez avoir de la qualité là, au niveau du matériel des composantes. Au final, on paye pour les cartes, un paquet de cartes, des disques noirs et un paquet de dés. Puis c'est ce qui compose Dinosaur Table Battles et c'est tout. Donc, pour moi, peut-être que ça, à ce niveau-là, si vous n'êtes pas prêt à payer pour ça, why not Coconut? Mais si vous aimez des jeux de duel, allez vous procurer ça. Sérieusement, c'est du gros fun noir, c'est super le fun, c'est agréable à jouer. Puis comme je vous dis, il faut vraiment faire quelques parties, là, puis à un moment donné, là, il y a comme des déclics de « Oh, OK, il y a beaucoup plus que qu'est-ce que ça en a l'air, somme toute. » Alors, c'est ce qui conclut en fait ma critique de Dinosaur Table Battle. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Autrement, si vous avez des questions, commentaires, laissez-les dans les questions, dans la section ci-bas. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne, likez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram. Merci beaucoup de nous suivre, d'apprécier ce qu'on fait. Merci à ceux qui nous aident financièrement grâce à notre campagne Patreon. Vous pourrez aller voir dans la description, il y a un lien pour ça. Mais sinon, merci 1000 fois, vraiment beaucoup. C'est grâce à vous qu'on existe et qu'on a du plaisir à faire ce que l'on fait. Lâchez pas, vous êtes merveilleux, c'est super beau, la vie est géniale, la vie est belle. Et sur ce, mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.